Mike Borowski, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour le magazine Nexus. Alors on te retrouve aujourd'hui à Saintes pour la 100e du CSI, du Conseil scientifique indépendant, où tu participes et tu animes aussi des tables rondes. Alors on voulait t'interviewer en tant que journaliste citoyen. Tu animes aussi une émission sur Radio Courtoisie. Tu connais bien l'univers des médias. Ça fait 2-3 ans qu'on vit une crise sanitaire, mais qui a traduit beaucoup de choses en termes de crise médiatique. Est-ce que tu pourrais nous apporter, toi, ton regard en tant que journaliste indépendant et comment tu es rentré dans la profession ces dernières années? Moi là-bas je suis un ancien attaché parlementaire, donc j'étais dans le milieu de la politique, j'étais dans les institutions, j'étais à l'Assemblée, au Sénat, à l'Élysée, donc bon, j'étais un peu de l'intérieur de la matrice, si je puis dire. Le journalisme, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait réellement dans leur propre pays. Il faut savoir que le journalisme en France est très particulier, je parle du journalisme vraiment mainstream, c'est très particulier. Tous les grands médias nationaux sont en gros rive gauche de Paris ou Boulogne. L'AFP, qui est une des plus grandes agences de presse du monde, est en gros aujourd'hui la Pravda de l'Union soviétique. Donc les journalistes du mainstream reprennent en général, c'est celui qui reprend le plus vite en gros la dépêche AFP, et la concentration de ces médias dans un endroit spécifique à 2 km à la ronde, 2-3 km à la ronde, fait que tous ces gens se côtoient entre eux, se connaissent entre eux, viennent en gros des mêmes écoles de journalisme, IEJ, Sciences Po, ils mettent leurs enfants, je sais pas moi, à l'école alsacienne ou à Stan. Voilà. Donc en fait, tout ce petit monde, ils n'ont même pas besoin d'avoir une sorte de censure. C'est qu'ils pensent tous pareil, quoi. Ils sont tous les mêmes. Et ils ne connaissent pas aussi le petit peuple. Ils vont pas dans la rue, ils ne vont pas voir les gens. On voit aussi par exemple que le journalisme de guerre que Régis Le Sommier essaye de remettre en place, il n'existe plus. Le journaliste de terrain aussi n'existe plus. Rappelle-toi, pour les Gilets jaunes, c'était des commentateurs dans les rédactions qui disaient voilà comment se passaient les gilets jaunes alors qu'ils n'étaient même pas dans la rue. Donc à un moment donné il fallait se dire nous on doit reprendre le pouvoir sur le terrain, sur le territoire, et on doit nous pouvoir diffuser cette information parce qu'en plus on a les outils on a les réseaux sociaux, on a surtout Twitter qui permet de faire tourner une information très vite en l'espace d'une journée. On a Facebook, YouTube et tout ça. Et donc nous devons être dorénavant des médias et toucher le cœur des gens et aussi l'esprit des gens. Voilà. Et ça, je pense qu'on va réussir. On va réussir à le faire malgré qu'on n'ait pas les moyens des grandes rédactions. Ce qui est intéressant dans ton analyse, c'est tout ce microcosme parisien, ouest parisien, justement, qui est dans un entre-soi, avec des relations limite incestueuses entre journalisme et politique. Est-ce que toi, tu l'as remarqué, constaté lorsque tu étais attaché parlementaire? Mais évidemment, à l'époque, moi, quand j'étais attaché par exemple chez Gilles Carrez à l'Assemblée nationale, à la commission des finances, nous avions Béatrice Schoenberg qui était présentatrice du JT de 20h, qui était la femme du ministre Jean-Louis Borloo. Rappelez-vous, c'est quand même pas rien. Ça n'existe nulle part ailleurs. Vous n'avez pas un ministre, un secrétaire d'État américain qui est marié avec une dame de Washington Post, de Fox News, de CNN ou que sais-je. Ça, c'est vraiment quelque chose de typiquement français parce que en réalité, ce sont les élites qui vivent entre elles. Et forcément, les politiques font partie des élites, les médias, les journalistes, les grands journalistes font partie de ces élites aussi. Et donc, ils se rencontrent, ils vivent ensemble, ils mangent dans les mêmes restaurants, ils emmènent leurs enfants dans les mêmes écoles. Forcément, des liens secrets. Et des liens amoureux secrets. Et donc, forcément, après, l'information est biaisée, est excessivement biaisée. Justement, alors du coup, c'est ce qui explique, j'imagine, tout ou partie de cette propagande médiatique qu'on a subie avec le Covid. Aujourd'hui, le Covid a l'air, entre guillemets, loin derrière nous. Maintenant, on passe dans de nouvelles propagandes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment a évolué l'information, le narratif officiel? Bon, pour l'instant, il est derrière nous. Et encore, je dirais pas loin. Hein. Il est pour l'instant derrière nous, mais bon, on peut toujours ouvrir le tiroir, hein. C'est encore possible. Hein. Après, je remarque que depuis la crise sanitaire, on a accéléré dans les crises. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours cette fameuse crise économique. Hein. Depuis qu'on est né, on connaît la crise économique. On a eu de temps en temps une crise, en Irak, en Afghanistan, des choses comme ça. Mais là, tout est d'un coup. Crise de l'énergie, crise de l'inflation, crise de la dette, crise de l'eau, de la sécheresse, du climat.
toutes les crises en même temps. C'est pas compliqué. On dirige mieux le pays par la peur. Voilà, il faut que Madame Michu et Monsieur Michu aient peur. Comme ça, ils se calment, ils restent devant la télé à regarder comment est-ce qu'ils vont être mangés et s'ils seront mangés et comment se prémunir de ces crises, de mettre le chauffage à 19 degrés. Ils font tout ce que l'État demande et puis ils demandent à l'État de les sauver. Moi, j'ai remarqué une chose qui est quand même assez folle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la crise de l'énergie, qui existe toujours d'ailleurs, nous avions les boulangers. On a parlé beaucoup des boulangers. Eh bien, les boulangers, c'est des indépendants. Quand on se dit indépendant, ça veut dire qu'on ne veut pas être sous la tutelle de l'État. Pourtant, la première des choses qu'ont fait les boulangers, c'est d'aller manifester à Bercy pour demander des chèques à Bercy. Ça veut dire que l'État a fait de telle sorte que dorénavant, même ceux qui se disent indépendants, qui ne voulaient pas avoir affaire à l'État, tapent à la porte de l'État, comme si l'État était leur sauveur. Et d'ailleurs, il y a un mot aujourd'hui que je ne supporte plus, qui est utilisé à toutes les sauces, c'est le mot protéger. Voilà. L'État, j'ai pas besoin que l'État me protège. En tout cas, visiblement, eux, ils utilisent ce mot fourre-tout pour, en gros, imposer des mesures liberticides. Et ça suffit. Les gens doivent ouvrir les yeux et ils doivent se dire, l'État n'est pas là pour les protéger. Ce n'est pas le but, ce n'est pas du régalien. Voilà, cette fameuse protection, ce n'est pas du régalien. Vous vous protégerez mieux vous-même si vous avez besoin d'être protégé, je vous le dis. Tu penses qu'on se dirige vers quoi en France dans les prochaines années ? Écoute, on a 4-5 ans où il y aura une sorte de transition entre, on va dire, le monde actuel et le monde numérique. Donc l'État va pas imposer le monde numérique. Il y a encore des problèmes techniques. Il y a, je pense, encore... Voilà, c'est 4-5 ans. 4-5 ans. Si dans 4-5 ans, nous n'avons pas gagné ce combat du numérique, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que nous, notre job aujourd'hui, en tant que journaliste, en tant que militant, on est aussi des militants, voilà, c'est de prévenir les gens que le numérique, le monde numérique, du contrôle numérique arrive et qu'ils n'en sortiront pas. Tu invites ceux qui nous écoutent à faire quoi concrètement pour résister à ce tout numérique, à cette identité numérique qui arrive à grands pas ? Faire des actions, déjà être au courant que ça existe. Déjà, les gens, par exemple, aujourd'hui on a eu 1700 personnes. Ces 1700 personnes, ce sont des porte-paroles. C'est-à-dire que lorsqu'ils retourneront chez eux, ils iront voir leur famille, leurs amis, leurs proches en disant « Voilà le monde dans lequel on nous emmène. Ce monde-là, on ne vous en parle pas sur TF1, sur France 2, sur France 3. Lorsqu'on vous en parlera, on vous dira évidemment que c'est pour vous protéger, mais aussi pour vous faciliter la vie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des outils qui seront utilisés pour vous contrôler et il faut que les gens informent les siens de ça. Je veux dire, c'est comme ça fera boule de neige. C'est-à-dire que ils informeront 2-3 personnes, des 2-3 personnes informeront 2-3 personnes. Et l'objectif, c'est que de plus en plus de monde soit au courant de ça. L'information, c'est notre force. L'ignorance, c'est le pouvoir, mais c'est le pouvoir des élites. Où est-ce que, pour finir, ceux qui nous écoutent peuvent te retrouver, peuvent retrouver tes informations ? Venez sur mon Twitter, Mike Borowski. Je suis aussi sur Radio Courtoisie. Tous les samedis matins, j'organise des débats entre deux personnes qui ne sont pas du tout d'accord, qui sont totalement opposées. Parce que l'objectif aussi, c'est qu'il y ait du débat, c'est que des idées se confrontent. Vous pouvez me retrouver sur Bistro Liberté de TVL. Et aussi sur la chaîne principale sur laquelle je travaille, Géopolitique Profonde, où on essaie d'amener un maximum d'intellectuels, de géopolitologues, d'économistes, d'artistes, on essaie d'avoir un panel ultra varié pour toujours informer les gens. Merci beaucoup Mike Borowski. Merci et longue vie à Nexus. Merci beaucoup pour ton soutien et vraiment on invite tous ceux qui nous suivent à te suivre aussi parce que tu as des informations qui complètent beaucoup les nôtres et c'est important de pouvoir varier les sources. Merci. Merci beaucoup.